Bonjour à tous, je suis Critique Masqué et bienvenue dans ce top 10 des meilleurs films de l'année 2018. Alors un top qui a été extrêmement dur à définir parce que garder 10 films de cette année, c'était pas évident. Alors autant j'ai un trio de tête qui est pour moi imbattable, c'est-à-dire que c'est vraiment trois films qui m'ont vraiment bougé cette année. Et après, j'avoue que avant la troisième place, il y avait beaucoup de films qui pouvaient s'introduire un peu dedans. Et donc j'ai essayé de garder ceux qui apportaient quelque chose, qui vraiment ont apporté quelque chose à cette année de cinéma, qui est pas juste forcément parce que voilà, c'est pas des films qui vont tous marquer plus que ça, mais voilà, j'ai fait mon choix en me disant je vais garder les films où on n'a pas vu beaucoup des comme ça cette année, ce type-là. Voilà. Donc écoutez, encore une fois, c'est mon top à moi, c'est totalement subjectif, c'est ma manière d'avoir perçu ces films-là. N'hésitez pas à argumenter dans les commentaires s'il y a des trucs qui vous déplaisent. Mais le but, c'est aussi de vous faire découvrir certains films dont je n'ai pas parlé sur ma chaîne parce que beaucoup de films qui sont dans ce top, j'ai pas fait de critique dessus. Donc ça me met un peu problématique pour moi parce que je me dis, tiens, je suis con, j'aurais dû vous les faire découvrir. À la fois, au moins, vous allez les découvrir dans un top et c'est plutôt cool. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec le dixième. Games Night. Alors là, improbable, vous vous dites Games Night en dixième position, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc Games Night, c'est l'espèce de comédie un peu thriller, humour. Écoutez, je l'ai mis là parce que c'était une super surprise déjà, parce que c'est un genre qui n'existe plus en fait, la comédie américaine. C'est-à-dire que j'ai pas vu d'autres comédies américaines en salle cette année, et j'ai pas vu d'autres. Il y a très peu de comédies américaines vraiment bien faites qui existent. C'est-à-dire qu'on est passé d'une époque où il y avait des mecs hyper puissants dans la comédie américaine. Il y avait tous les mecs genre Ben Stiller, les frères Farrelly, Jack Black, enfin des vraies icônes de la comédie. Toute la bande avec Seth Rogen et des mecs comme James Franco, voilà, qui arrivent à faire des films qui sont comédies, mais à la fois ils en font plus vraiment. Et donc j'ai l'impression que Games Night, qui est donc avec Jason Batman et ah putain, j'ai oublié le nom de cette meuf. Rachel McAdams, voilà. Bah écoutez, ça m'a donné vraiment tout ce que je recherche dans une comédie américaine. C'est à la fois drôle, à la fois surprenant, intéressant, intense et distrayant. Enfin vraiment, tu te retrouves à être impliqué dans une affaire qui est un peu complexe et avec tout un côté un peu thriller, mais ça arrête pas d'enchaîner les situations qui sont aussi drôles. Les personnages sont tous pas mal. Donc ça a été une vraie bonne surprise. Et donc pour le fait qu'il n'y ait plus du tout de comédie américaine au cinéma et que c'est un genre qui est totalement mort, c'est-à-dire qu'on a vécu un certain âge d'or, en fait, il faut s'en rendre compte, et que depuis les années 2010, il n'y en a quasiment plus. Je crois qu'il y a Revue et Corrigé qui ont sorti un article dessus où ils expliquaient que le dernier c'était Tropic Thunder en fait qui a été l'énorme comédie qui a planté et depuis ça a vraiment été un genre qui ne fait plus recette et donc on les voit quasiment plus au cinéma et c'est moi ça me fait chier parce que c'est vraiment un genre que j'aimais bien. Alors oui il y a eu le Very Bad Trip voilà, qui ont été peut-être le chant du cygne en France des dernières comédies américaines mais sinon depuis il n'y en a vraiment pas. Donc je mets dixième Games Night pour vous inciter à le découvrir parce que c'est vraiment sympa et aussi parce qu'il y a un voisin aussi qui est vraiment flippant et qui est super. Hein. C'est un des meilleurs rôles de l'année, franchement. C'est un, un vrai bon rôle qui est joué par un mec qui jouait dans Hostile aussi. Et donc voilà, Games Night, c'est belle surprise, vraiment, dans son style, dans son genre, parce que après, voilà, les comédies, tu peux pas toujours les ranker de la même manière que d'autres films. Je trouve que c'était quasiment ce que les Américains ont fait de mieux depuis un bon paquet de temps. Donc Games Night 10e. 9e, KFC. Alors celui-là, je suis sûr que personne ne l'a vu. Écoutez, je l'ai découvert parce que je fais des critiques pour les DVD Spectrum Film, enfin les éditions de DVD Spectrum Film, et donc on a dû faire la critique avec Dirty Tommy de KFC, qui est un film vietnamien, et j'ai pris une claque. C'est un film totalement barré, c'est-à-dire que c'est gore au possible, mais c'est gore affreux, quoi. Enfin vraiment, c'est affreux, c'est un espèce de bordel comme film, mais c'est un bordel qui est génial parce que c'est... Donc l'histoire, elle est très difficile à résumer, mais c'est à peu près une... Ouais, c'est impossible. C'est un espèce... Il se passe quelque chose au début, un accident de voiture, et cet accident va être provoqué exprès par quelqu'un, et ça va engendrer des perturbations et donc des actes de violence sur plusieurs générations chez certaines personnes. Et c'est genre une espèce d'étude de la violence et du vice et de comment ça se transmet, c'est comme un virus. Et c'est passionnant parce que c'est horrible. C'est-à-dire que tu as des séquences, mais gore au possible, hyper dérangeantes, de torture, tu as une séquence du cannibalisme, enfin c'est vraiment sale. Mais c'est ça qui est fort, c'est que c'est vraiment une expérience waouh, un peu prenante. Et, euh, et surtout, c'est comme je disais, un espèce de puzzle narratif où tu n'as aucune explication. Enfin, c'est pas du tout, on te prend par la main, on va te guider. T'as des scénettes qui s'enchaînent, qui sont pas aux mêmes époques, avec des comédiens différents, mais tu dois essayer. Et en fait, tout est hyper cohérent. Donc à la fin du film, tu arrives à tout remettre ensemble et ça te fait un film qui raconte vraiment quelque chose sur l'humain, sur rapport à la violence, sur le rapport à la folie, sur rapport aux obsessions.
Et ça m'a vraiment mis une claque dans ma gueule parce que je m'attendais à rien. Je l'ai mis et boum, waouh, j'ai pris vraiment une dose parce que ça m'a bousculé, quoi. Ça m'a bousculé. Alors j'ai pensé à mettre Climax à la place. J'ai fait une critique de Climax, donc vous pouvez aller la voir, qui est un très bon film qui était un peu dans mes mentions spéciales, enfin qui est vraiment aux portes de stop. Et je l'ai préféré mettre KFC pour pouvoir vous le faire découvrir parce que c'est un film qui mérite d'être vu si vous aimez un peu le cinéma, qui va vous foutre des patates dans la gueule. Enfin voilà, juste pour vous dire, il y a une gamine qui bouffe un pénis en pensant que c'est une saucisse à un moment. Voilà, une gamine genre 7 ans qui bouffe un pénis comme ça. Voilà, c'est ce genre de film. Huitième, un petit film Netflix, Annihilation. Et oui, alors donc j'ai fait une critique aussi, donc vous pouvez toujours aller la checker. Écoutez, Annihilation, ça fut une expérience qui est restée avec moi en fait. C'est vraiment aussi ce qui va définir les films qui sont dans Stop, c'est les films qui m'ont accompagné cette année après les avoir vus. Et Annihilation, j'ai vécu une séance assez particulière chez moi. Et le film, malgré le fait que j'ai pas tout compris, que c'est un film où je me suis laissé embarquer, vraiment, et il a continué de m'habiter pendant les mois qui ont suivi, quoi. J'y repense souvent, il y a des images qui me reviennent en tête de ce film, et même du sens, voilà, sur qu'est-ce que ce film essayait vraiment de transmettre et de raconter. Et un film comme ça, qui est à la fois beau visuellement, qui m'a diverti sur le moment, et qui restait après parce qu'il y avait des images fortes et des thématiques qui habitent, qui continuent de t'habiter, bah moi c'est un film que j'aime en fait. Et il n'y en a pas beaucoup qui m'ont fait ça cette année. Et alors, voilà, le fait qu'il soit sur Netflix, ça a aidé, je pense, pour le coup, parce que je l'ai découvert dans une espèce de petit cocon chez moi, tard le soir, enfin, vraiment une atmosphère particulière qui a fait que ce film bah, on va dire, m'a imprégné de manière particulière. Je pense qu'au cinéma, j'aurais peut-être pas été touché de la même manière. Donc voilà, un film vraiment que je recommande évidemment, mais qui m'a accompagné cette année. Et pour le fait qu'il est resté dans ma tête assez longtemps, je le mets huitième de ce top. Septième, Ready Player One. Alors là, putain, on est sur le film qui a fait le plus parler de lui cette année, qui a une bande de gens qui le détestent énorme et une bande de gens qui l'adulent énorme aussi. C'est un des rares films de stop que j'ai décidé de revoir pour me refaire un avis, parce qu'en salle, j'avais trouvé ça énormissime. Alors, à la revoyure, j'ai vraiment ciblé les problèmes que j'ai avec ce film. C'est un film que je trouve excellent dans sa première heure et demie. J'ai eu beaucoup de mal avec sa dernière demi-heure. Honnêtement, je trouve la dernière demi-heure, ou peut-être même la dernière trois quarts d'heure, pas terrible du tout. Mais donc ça vient vraiment un peu gâcher le truc. Pas terrible, j'exagère un peu, mais pas à la hauteur du reste. Aussi bien dans ce qui se passe en vrai que dans ce qui se passe dans l'Oasis. Moi je trouve que la bataille de fin, par exemple, elle m'avait pas trop plu à l'époque. Et je regarde un peu, je trouve que ça, il y a un manque de kiff possible, quoi. C'est-à-dire que cette bataille, ça devrait être vraiment le moment le plus ultime de ma carrière de cinéphile qui aime les batailles, quoi, où tu as tous ces icônes qui se rentrent dedans, et il y avait un potentiel à faire qui est pour moi un peu inexploité dans le film, et qui est un peu balayé, je trouve qu'elle est un peu expédiée. Mais bon, ça reste un grand film, et alors surtout c'est un film qui pour moi a été énormément incompris, ou en tout cas Enfin, c'est vraiment un film qui m'a fasciné parce qu'il a été vu de deux manières totalement différentes par deux types de personnes, quoi. Donc il y a les gens qui vont dire comme moi, qui trouvent que ça véhicule un message qui est hyper intéressant sur le monde actuel et qui n'est pas du tout rétrograde ou de vieux con, enfin voilà, qui est vraiment une réflexion sur la pop culture, sur les références, sur le principe d'héritage des choses avec lesquelles on va vivre en termes de pop culture, et cette réflexion sur la manière de les réutiliser, de leur donner une autre vie au-delà de juste les exploiter de manière vide. Et t'as les autres qui vont justement dire que non, c'est juste une espèce de film qui se vautre là-dedans, dans le fanservice, dans les références, avec la fameuse moto d'Akira, enfin, qui fait du name dropping, qui critique un truc, mais qui en fait tombe pleinement dedans. Voilà, donc c'est vraiment deux pôles qui sont affrontés un peu toute cette année. Et pour moi, je fais partie du premier, évidemment. Donc il y a d'autres gens qui ont fait des vidéos et des textes beaucoup mieux expliqués que moi pour expliquer pourquoi ce film est de la première catégorie et mérite d'être vu de cette manière-là, qui est un film qui fait vraiment une réflexion sur la pop culture et tout ce qu'on peut en faire, et la manière dont elle est exploitée à l'heure actuelle, et le côté déplaisant que ça a aussi, parce que voilà, c'est un film qui montre à quel point on l'utilise aussi de manière stérile, et qu'il faut réussir à dépasser ça pour aller ailleurs, pour créer de nous-mêmes, ou pour se construire au-delà de ça. Donc c'est assez intéressant, c'est un film dense, qui est très bien fait. Voilà, j'avoue que la première heure, c'est vraiment un des plus beaux moments de cinéma que j'ai vu cette année, quoi. J'ai été embarqué dans l'Oasis, ça n'a pas arrêté, et ça a été grandiose. Donc rien que pour ce voyage et pour cette séance que j'ai quand même vécue, qui était extraordinaire, je peux pas ne pas le mettre dans mon top. Il mérite clairement d'y être. Et voilà, Spielberg, il a quand même mis quelque chose d'important cette année. En termes de blockbuster, c'était vraiment, vraiment, vraiment le haut du panier pour moi. Sixième, Le Grand Bain. C'est un film que j'ai rajouté au dernier moment, mais voilà, j'ai essayé vraiment de me synthétiser dans ma tête qu'est-ce que j'avais vu cette année et qui méritait d'y être. Et je trouve qu'en fait, Le Grand Bain,
Ça vient récompenser une très belle année du cinéma français populaire un peu, parce que je trouve que franchement là c'est un grand film très bien réalisé. Gilles Lelouch, les gens sont étonnés, mais moi j'avais déjà vu Narco à l'époque, et j'avoue que Narco, qui est co-réalisé par Gilles Lelouch, c'était un des films les mieux réalisés de l'année, enfin de l'époque en tout cas. C'était pas très bien intéressant, c'était pas très bien écrit, les personnages n'étaient pas tous fous, mais il y avait des vraies audaces visuelles. C'était un film hyper audacieux qui mêlait de la BD, du film, qui avait des vrais moments de décalage, qui avait Jean-Claude Van Damme dedans, enfin, que des trucs assez cool. Et là, bah, le Grand Bain, faut avouer qu'il a réussi à faire un truc qui est super moment bien réalisé, vraiment, c'est d'une fluidité mais impressionnante. T'as à la fois des idées de mise en scène qui viennent te fluidifier tout ça, mais qui sont jamais ostentatoires, qui prennent jamais le pas sur le film. Et t'as surtout là pour le coup des vrais personnages qui franchement sont tous hyper attachants. C'est un grand film sur, ouais, l'abnégation, l'amitié, le fait de se rechercher, mais de ne pas avoir besoin ouais, de rentrer dans des cases particulièrement. C'est en restant soi-même qu'on finit aussi par trouver des choses qui font qu'on s'accomplit. Et comme c'est un bon film, et pour moi, il y a vraiment un moment qui... Alors, il n'y a pas tout qui est parfait. Je trouve qu'il y a des relations de personnages qui tombent un peu... Pas un problématique, mais par exemple le personnage de Virginie Fira qui revient un peu dans l'histoire comme ça, sans vraiment d'explication. Il y a des petits trucs comme ça tu sais pas à quel moment les choses sont déclenchées, pour quelle raison toujours, mais à la limite, c'est peut-être un peu accessoire. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il y a un côté où il y a des choses qui sont plantées, des graines qui sont jamais vraiment exploitées par la suite, et donc ça t'évite des écueils de tout genre de films qui sont les séquences d'explication obligatoires, quoi. Genre, bah, tout le truc avec Leila Betty où il y a eu un accident et tu sais qu'elles étaient anciennes coéquipières, et bah t'as jamais cette séquence où elles se racontent le vrai truc, qu'est-ce qui s'est passé. Mais tant mieux au final, parce que c'est une séquence où tu t'en fous un peu, quoi. Enfin, moi je m'en foutais de se savoir. C'est-à-dire que tu sais, tu t'imagines ce qui s'est passé et de pas tomber dans tous ces écueils-là. Je trouve que c'est un film qui est justement un peu qui prend un espèce de canvas hyper connu, hyper balisé, qui est le film à la Full Monty, mais qui va te le traiter de manière un poil plus intelligente que ça, en t'évitant des vrais passages obligés, peut-être un peu trop laborieux. Notamment, par exemple, ouais, sur la musique du personnage de Anglade qui échoue tout le long du film avec sa putain de musique. Et ça, c'est cool. Par contre, il va avoir ce moment, qui est pour moi un des plus beaux moments de cinéma de l'année, avec ce numéro final, et ce moment où il sort de l'eau avec sa guitare, et il joue, enfin, il fait du air guitare au milieu de la piscine. Et ça, vraiment, c'est un moment de grâce, comme peu de films ont réussi à m'en procurer cette année, quoi. Ce moment, là, j'ai eu les poils qui sont hérissés, j'étais à deux à avoir les larmes, enfin, très très beau moment, quoi, là, franchement. Bah. Donc voilà, donc un beau film, des beaux personnages, très bien joués, bien écrit, bien réalisé, un moment où tu peux pas te dire autre chose que bravo, bravo Gilles, bravo Gilles. Numéro 5, Les Indestructibles 2. Ah oui, bah oui, j'avais beaucoup aimé à l'époque, je l'ai pas revu depuis, mais je peux pas dire que dans les films de super-héros, pour moi, c'est clairement ce que j'ai vu de mieux cette année. Alors j'aurais pu évidemment mettre Avengers en forçant un peu vers le haut du panier, tu vois, il doit être dans la 12e place, parce que je trouve qu'Infinity War, c'est quand même un gros morceau. Mais je dois avouer que Les Indestructibles, c'est le film le plus généreux que j'ai vu cette année en termes de super-héros, le plus divertissant, qui arrive à changer les registres de la meilleure des manières. Alors il y a aussi Spider-Man New Generation qui aurait pu rentrer dans ce classement, mais avec le recul, en vraiment en y repensant, avec ma manière de percevoir le truc, je pense que j'ai quand même pris plus de plaisir devant Les Indestructibles 2, quoi. Je trouve que là, Brad Bird, il va tellement au bout de chaque séquence et il propose tellement différents styles. Enfin, oui, c'est compliqué. Je ne sais pas pourquoi j'oppose particulièrement ces deux films, là, Spider-Man et Les Indestructibles, mais parce que j'ai un peu fait le choix d'en mettre l'un et pas l'autre dans mon top, évidemment. J'aurais pu mettre les deux, mais c'était compliqué à faire ce top. Bon, les deux valent vraiment le coup, mais je trouve que personnellement, pour son postulat de suite qui est à la fois parfait, pour sa générosité dans ses variations dans les scènes d'action, pour sa lisibilité, son ingéniosité, je mets Les Indestructibles 2 dans mon top, plus que Spider-Man New Generation, qui mérite d'y être aussi, quoi. C'est délicat. Mais voilà, on va dire, allez, on va pas faire un ex-aequo, mais franchement, dans leurs deux registres, il y a deux critiques de l'un et de l'autre. Vous pouvez évidemment aller les checker, mais je trouve que Les Indestructibles, c'est plus pur. Il y a un côté pur, genre, un geste comme ça de plaisir pur, de t'offrir le film de super-héros parfait, avec tout ce qu'il faut dedans, il n'y a rien qui dépasse. L'autre, il est très intéressant, mais il se perd carrément, c'est peut-être un peu trop, c'est peut-être un surplus, et voilà, bref. Donc écoutez, plutôt que de parler de Spider-Man et trucs, je vais juste dire que c'est un excellent film, Les Indestructibles, qu'il y a des influences dans tous les sens, des moments visuellement qui m'ont scotché, où j'y repense encore. Je me dis que cette scène d'action avec la moto, comment tu peux exploiter un truc aussi bien que ça, quoi. Le truc, il va jusqu'à... Mais il te l'exploite à mort, t'as tout qui est fait avec, quoi. Toutes les idées possibles, imagine, avec cette moto élastique, là, il te le fait, quoi. C'est dingue. C'est juste, voilà, c'est l'ingéniosité totale au service du divertissement, et moi, j'approuve ça à mort, quoi. Numéro 4, Mission Impossible Fallout, évidemment, évidemment, parce que en termes de blockbuster d'action, là, il n'y a pas photo, tu peux pas ne pas reconnaître que c'était ce qu'il y avait de plus impressionnant cette année.
pour la dévotion que Tom Cruise a mis à faire ce film, pour les moyens qui ont été mis en œuvre, c'était dingo, quoi. Moi, cette scène poursuite, cette course-poursuite à Paris, c'est un moment de cinéma qui va me rester très longtemps, parce que c'était tout ce que je voulais voir enfin, quoi. Un truc fait avec amour, sans prendre le spectateur pour un crétin, en n'essayant pas d'en faire des caisses, mais juste de te faire du pilotage immersif et dingue. Et voilà, la dévotion de Tom Cruise et de McCarthy, quoi, avec ces deux amoureux du spectateur. Les mecs, c'est vraiment les mecs les plus respectables d'Hollywood, je pense, à l'heure actuelle. Enfin, c'est dingue ce film. Après, voilà, c'est un film qui reste un Mission Impossible, qui a un scénario qui est très prétexte. Ça reste un Mission Impossible. Enfin, dans le carcan des Missions Impossibles, le scénario est ce qu'il est, mais je trouve que voilà, il y a les petits twists de McCarthy, de Macquarie, je dis McCarthy, puis de Macquarie qui viennent pimenter un peu le truc, et c'est un mec qui sait ce qu'il fait. Les personnages sont mine de rien attachants. J'ai été impliqué du début jusqu'à la fin, et ça a été crescendo tout le long, avec ce final qui est dantesque, en hélicoptère, pour la séance en 4DX que j'ai vécu, où j'étais baladé dans tous les sens. Enfin bref, voilà, c'était un grand film d'action, dans ce que le film d'action n'arrive plus à proposer. Voilà, quand je vois les films de Dwayne Johnson cette année, par exemple, tu vois celui-là, tu te dis, mais mec, voilà, là, t'as un mec qui juste t'as montré comment faire, en fait. Juste, voilà, ça c'est Tom Cruise, il est ce qu'il est, il a les défauts qu'il a, peut-être en tant que personne, mais en tant que cinéphile, amoureux du cinéma et star d'action, voilà, je peux que m'incliner face à ce que tu as proposé, Tom. Donc bravo, franchement, en quatrième, absolument pas démérité. Ah putain, je voulais changer de t-shirt. Avant de passer à mon top 3 final, je voudrais juste parler de petites mentions spéciales de films qui vraiment auraient mérité d'être dans ce top, mais ne le sont pas. Mais c'était vraiment des très bons films cette année, et ça fait partie des films qui méritent que j'en parle rapidement. Il y avait le film de Richard Linklater, Last Flag Flying, qui vraiment mériterait d'être dans le top, mais je pouvais mettre que 10 films. Très beau film, très humain. C'est un film qui m'a aussi accompagné toute l'année, parce qu'il y a des moments de justesse de comédien et d'humanité qui vraiment m'ont bouleversé. Donc très très beau film, si vous ne l'avez pas vu, allez le découvrir. Mais bon, moi, je suis un grand fan de Linklater, de toute façon il y a peu de risques qui passent à côté de moi, ce genre de film, évidemment. La balade de Buster Scrooge, qui a été le film des frères Coen sur Netflix, qui est un film inégal parce que film à sketch, mais quand même des très beaux moments. Oh là, il y a 2-3 sketchs, moi il y en a 2 vraiment qui m'ont cloué par terre, quoi. Enfin 3 même, voilà 4, ouais, franchement c'était quand même vraiment très bien. Donc encore une fois, peut-être qu'un jour j'en parlerai dans un autre contexte, mais c'était une belle œuvre. Et découvrir sur Netflix, c'était parfait. Je m'étais fait un petit repas mexicain juste avant pour me mettre dans l'ambiance un peu western, Texas Cowboy, quoi. Et c'était génial. Le Monde est à toi, film français réalisé par Romain Gavras, très bon, franchement excellent. Un vrai film stylisé, un film de clipper, parce qu'il est clipper, mais qui oublie pas ses personnages, qui arrive à te rendre des situations grotesques, drôles, iconiques. Une BO de ouf, une manipulation des codes ouais, et de la pop culture française aussi. Enfin, vraiment un super film qui aurait mérité d'être dans le top aussi, parce que très très belle surprise. Et surtout, qu'est-ce qui joue bien Karim Leclou dedans aussi. Et bon, voilà, Cassel, il est énorme. Et il y a Gianni aussi, donc franchement, c'était un super film. Avengers, évidemment, Avengers Infinity War, un film qui est pour moi hyper audacieux. J'ai une vidéo qui va arriver un jour dessus, donc c'est pour ça que j'en parlerai d'une autre manière. Mais franchement, on peut pas ne pas dire que c'était un grand film cette année. Dans ce qu'ils avaient à faire, ils l'ont fait magnifiquement. Je l'ai revu aussi parce que franchement, c'était du lourd, quoi. Du très très lourd, Avengers Infinity War. Et sans un bruit, que je fais partie des gens qui ont finalement beaucoup apprécié le film. Je l'ai pas vu en salle, mais je l'ai rattrapé après. Et ouais, c'est un film. Je ferai une vidéo un jour pour en parler parce que il y a des choses qui sont importantes à parler de ce genre de film parce qu'il y a beaucoup de défauts, mais est-ce que tu peux vraiment les imputer au film? Enfin, c'est très compliqué. Mais donc, je trouve que ça reste quand même dans le largement positif dans ce qui s'est fait cette année. En plus, je ne vais pas souvent voir des films d'horreur. Et là, ça a fait très bien son taf. Et dans les 2-3 films que j'ai parlé, évidemment, donc Spider-Man New Generation, j'ai une critique qui a été faite. 15h17 pour Paris de Clint Eastwood. Je trouve qu'avec le recul, ça reste un film qui m'a pas mal habité aussi, alors que c'est un film que j'ai vu auquel j'ai pas donné une très bonne note sur le moment. Mais avec le recul, c'est un film qui m'a travaillé et que je trouve finalement très intéressant. Et aussi, le dernier, c'est Nos batailles, très sympa, franchement, très sympa, c'est horrible parce que c'est un film qui est pas du tout drôle, mais avec Romain Duris, là, dont j'en ai parlé dans une vidéo il y a pas longtemps, mais de toute façon, et Feel Good aussi, voilà, petit film français comme ça, mais je ferai peut-être une vidéo sur le cinéma français en 2018, parce qu'il y a des choses à dire. Et donc, on passe au top 3. Troisième, Bodied, réalisé par Joseph Kahn, qui est un film sur YouTube Premium, assez improbable que ça puisse paraître, énorme claque. Un film sur les batailles de rap, et un mec blanc qui veut faire une thèse sur l'utilisation du mot nègre dans les batailles de rap en Californie, et qui
plonge dans ce milieu, donc ça devient un film de sport, enfin, à Rocky un peu, avec un disciple, un poulain et tout un côté maître, élève, un Karate Kid en fait. C'est vraiment le canvas de Karate Kid, quoi, la structure de Karate Kid, mais c'est fait par un mec qui s'appelle Joseph Kahn, qui est un mec assez particulier. Ce film, il a produit lui-même. C'est un clipper qui a fait des énormes clips, des trucs de Taylor Swift, de Britney Spears, et, euh, et qui est un mec qui a vraiment une vision assez particulière de la société, hyper acerbe, et qui essaie pas de te faire un film à message, mais de te faire vraiment réfléchir à coups de poing dans la gueule dans tous les sens. Et c'est un film qui parle de la liberté d'expression, du politiquement correct, et qui va te foutre des tatanes à tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde en prend pour leur grade, mais de manière pas du tout appuyée. C'est vraiment à toi de capter tout ce qui se dit, parce que ça, à la fois ça se dit pendant les batailles de rap, qui sont des espèces de joutes verbales de dingue. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je me suis levé de mon lit, parce que j'ai lu dans un livre, ce qui est sur YouTube, je me suis levé de mon lit en mode oh putain c'était dingue, à tel point ça m'avait pris, et à la fois ça arrête pas de te faire des réflexions dans tous les sens. T'as les deux camps qui sont vraiment, c'est-à-dire que t'as les gens qui font, enfin le fait qu'ils utilisent beaucoup d'insultes racistes et que bah, on se permet de dire des choses dans les batailles de rap qui sont offensantes, mais vu que c'est dans une discipline, est-ce que ça en devient moins offensant ou pas? Il y a toute une réflexion là-dessus. Et de l'autre côté, tu as justement les gens qui, eux, adaptent tout leur vocabulaire à essayer d'être le plus politiquement correct possible, mais ça en devient absurde, enfin un point où ça devient absurde et tu peux même plus communiquer normalement, tellement tu peux plus rien dire. Enfin, c'est un espèce de melting pot de sujets, et de thèses et d'idées qui sont balayés dans ce film, avec une énergie dingue, une mise en scène qui est toujours en mouvement, toujours dynamique, avec des idées dans tous les sens, des incrustations graphiques, enfin des trucs, ça n'arrête jamais, tu te prends des... C'est un vrai shoot d'adrénaline non-stop, c'est un grand film, franchement, mais ça a été une dose pour moi, j'ai kiffé ma race, et j'ai un film que je vais me revoir 2-3 fois, je pense, là, dans les mois qui suivent, parce que j'ai envie d'en prendre la pleine mesure, tellement je sens qu'il est dense, quoi. Et en plus, c'est un film qui parle vraiment de l'Amérique à l'heure actuelle. Évidemment, on va faire le pamphlet de comment on est arrivé à Trump et ça critique un peu cette époque-là, mais c'est clairement un film qui est ancré là-dedans. Moi qui ai un peu vécu aux États-Unis, je me suis retrouvé dans beaucoup de problématiques. Enfin, ouais, même la base du film, juste le fait qu'aux États-Unis, tu peux pas dire le mot nègre à la télé. Enfin, genre, les gens, ils vont te. Nègre, c'est un mot que les blancs n'ont pas le droit de dire aux États-Unis. Tu vois, et tous les films parlent de ça. Et je trouve ça hyper intéressant parce que enfin, ça montre à quel point leur société a un problème avec ça, enfin, avec l'expression, la manière dont les mots, qu'est-ce qu'ils veulent dire, la culpabilité que les gens ont et à quel point ils essaient de compenser cette culpabilité qu'ils peuvent avoir d'avoir été des dominants. Enfin, tu vois, genre, ça va brasser plein de sujets qui sont mais, hyper denses. Et, et je trouve ça, j'ai pris une dose intergalactique. Donc il est troisième parce qu'il le mérite amplement bodied. Deuxième, Hostile. Donc ça a été le western qui m'a mis une espèce de claquose dans ma tronche cette année. J'en ai fait une critique dithyrambique, ça a été le premier 5 masques sur 5 de l'année pour moi. Énorme, franchement, ce western, je trouve que c'était magnifique déjà, visuellement, les personnages, les thématiques, c'est vraiment une exploration de l'âme humaine et de l'humain dans une période de bouleversement. Et je trouve que c'est un film où tout est dit sans être dit, où tout est compris et évoqué. Enfin, ça t'évoque énormément de choses sur l'humain, sur ce rapport à la violence, à la vengeance, au manichéisme, au deuil, enfin un nombre de sujets dingues qui sont vraiment, qui arrivent à t'imprégner profondément sans jamais que ce soit l'impression de faire une thèse ou d'avoir un mec qui te mâche le truc en te disant bah faut penser ça, c'est ça que je veux dire par mon film. Enfin vraiment je trouve que c'est beaucoup plus subtil que ça. Dans le contexte du western, c'était un film énorme. Et moi au cinéma ça a été vraiment une énorme claque. Ça a été vraiment une des plus belles expériences, dans le sens beau, expérience quoi, tu vois, genre un truc qui m'a vraiment pris. Ça a été dingue de chez dingue de chez dingue. Donc au style deuxième, j'ai une critique aussi, vous pouvez évidemment aller la voir. Et le premier, c'est français. Le premier, c'est le but de Pavard contre l'Argentine. Second poteau Pavard. Non, je déconne. Le premier, donc, c'est Mektoub My Love. Que ne fut pas ma surprise de me retrouver totalement cloué devant Mektoub My Love. Parce que Abdelatif Kechiche, c'est un réalisateur que je n'aimais pas du tout. C'est-à-dire que j'ai vu tous ses films avant, je n'ai jamais adhéré à aucun d'eux. J'ai vu par exemple la vie d'Adèle en salle, j'ai toujours été hyper perturbé par le fond et la forme, parce que pour moi c'est un film qui te raconte, bah, on va dire, l'épanouissement et même la découverte du sexe par une femme. Voilà, et clairement le film est fait avec un regard, au moins dans les scènes de sexe, purement d'un mec qui observe, enfin hyper voyeuriste, et ça m'a toujours trouvé ça bizarre, un peu dérangeant. Et là, donc c'est ce fameux truc qu'on accuse de male gaze. Et là, donc Make to My Love, qui raconte l'histoire d'un mec en fait qui est comme Abdelatif Kechiche en mode j'ai 17 ans et je vais en vacances à 7. Mais le truc, c'est que là, pour une fois, le fond et la forme sont totalement en adéquation avec son propos.
Donc ça te raconte l'histoire d'un voyeur, un mec qui a vu une scène de sexe au départ et qui va fantasmer sur cette fille tout le long et tu sais pas trop pourquoi, il n'arrive pas à aller au bout de ses désirs. C'est peut-être ça lui plaît, ça l'amuse, enfin bref. Et c'est un film qui m'a totalement embarqué, quoi, qui m'a hypnotisé. C'est-à-dire que vraiment, au bout, dans la première 25 minutes, je me suis dit, mais ça va être horrible, je vais pas tenir ce film, ça va être horrible. Enfin, mais vraiment, parce que tu vois, c'est les longues scènes de dialogue qui te racontent rien de précis. Les comédiens, c'est pas tous des comédiens professionnels, ou en tout cas, c'est beaucoup, c'est leur premier film, enfin, certains. Et donc, c'était pas, il y avait vraiment une espèce de, ouais, d'approximation qui s'en dégageait, et j'arrivais pas à appréhender le truc. Et à un moment, en fait, j'ai lâché prise, et je suis rentré dedans, quoi. Mais vraiment, je me suis vu dire, bon, bah, vas-y, laisse-toi aller, quoi. Enfin, lâche, arrête de lutter face à ce réal qui essaye de faire trop son film à lui. Et vu que ça dure 3 heures, bah, j'ai eu le temps de me laisser embarquer et ça m'a totalement habité toute l'année ce film. C'est un film qui parle de la sexualité, de l'obsession, du voyeurisme, du côté lubrique. C'est un film qui est chargé de sexualité, de pulsion, mais qui les exploite jamais vraiment, enfin qui va toujours en retenue parce que le personnage raconte ça. C'est un vrai voyage dans un univers particulier avec, je te dis, tu as l'impression de faire partie de ce monde à un moment, pas tellement, tu es immergé dedans, donc pendant cet été à 7, avec ses amourettes de vacances, ses problèmes de famille, ses problèmes d'héritage, enfin pas d'héritage, mais le cousin, c'est le fils d'un mec hein, qui est pas là, qui va monter un hôtel quelque part, mais on n'y croit pas vraiment, enfin, tu vois, c'est tout cette espèce de microcosme qui est créé, et ce personnage qui est toujours là à regarder, quoi, à observer, à mater, et c'est un truc assez dingue, quoi. Et t'as cette actrice qui est dingue aussi, là, qui est la fille qui joue le rôle principal féminin, j'ai oublié son nom, malheureusement, mais waouh, mais qu'est-ce qu'elle en impose, quoi. Et ce qui est dingue, alors ça va paraître bizarre, hein, parce que c'est un peu bizarre, mais je pense que c'est vraiment un peu ce que le film essaye un peu de te raconter, c'est que tu as ce personnage qui donc assiste à cette scène de cul entre son cousin et cette fille au tout début du film, et après tout le film, tu sens qu'il est là en fait, c'est comme si le réal t'avait dit, tiens, regarde, enfin, tu vas en avoir plus, tu vois, un peu, genre, ouais, je vais te faire, tu t'es venu voir un film sulfureux, hein, tu vas en avoir plus, regarde, je t'offre ça dès le départ. Et tu te dis, comme le personnage, tu observes ça, tu prends un peu une claque, parce que physiquement elle est très belle, et même c'est très cru, donc ça t'émoustille forcément. Et après tout le film, en fait, il va jouer là-dessus. Il va jouer sur le côté émoustillage que tu as pu avoir sur cette séquence, et tu vas être dans cette tête de ce personnage qui aimerait bien revivre ça, mais qui n'a pas les moyens, parce que tu penses peut-être qu'il est impuissant, peut-être il a un blocage, il a un truc, il fait pas les pas en avant. Donc lui, il observe, et il prend son plaisir d'observer, justement, toutes ces personnes se draguer, se séduire, essayer de se chauffer, et en fait c'est là où il prend son pied, mais comme toi tu as pu prendre ton pied au départ avec ça, enfin tu sais, il arrive à te plonger vraiment dans la psyché de ce perso, quoi, sans aller au bout, mais vraiment en te mettant en tant que spectateur au même niveau, et c'est assez dingue, quoi, c'est assez dingue, pour une fois, j'ai compris ce qu'il avait fait Keshish, quoi. Parce que d'habitude, vraiment, je suis toujours passé à côté de ces films. J'ai jamais compris l'engouement, pourquoi La Graine et le Mulet a eu le César, pourquoi l'Esquive a eu le César. Enfin, c'est des films qui à chaque fois parlent à des gens de manière. Pourquoi la Vie d'Adèle a eu le Palme d'Or. Enfin, c'est un mec qui à chaque fois été récompensé. J'ai jamais compris. Et là, Make to My Love, bah écoutez, ça a été impressionnant, quoi. J'ai vraiment été impressionné par ce film, quoi. Donc, je m'y attendais pas, hein. Je m'y attendais pas du tout, du tout. Franchement. Et donc, voilà. J'y suis allé un peu parce que les gens disaient que c'était bien et que ça durait 3 heures. Et le film de 3 heures, je me dis, je vais quand même essayer vraiment d'aller voir au cinéma. Parce que c'est sûr qu'en DVD, j'aurais peut-être jamais rentré dedans. Parce que ça m'a vraiment. Il a vraiment fallu que je me laisse aller, quoi. Et que je me plonge pleinement dans ce qu'il me montrait avec rien d'autre en tête que ce qui allait se passer. Et je pense qu'en DVD, ça va être très très dur de te faire happer par le film comme ça. C'est parce qu'il est long, parce qu'il dure 3 heures et qu'à un moment où tu peux pas. Enfin, chez moi, c'est compliqué de garder une intention comme ça pendant autant de temps. C'est vraiment, faut trouver le bon moment, quoi. Donc, et surtout que je connais bien la ville de Sète, et donc j'avais envie de voir un peu comment il avait tourné à Sète. Au final, il n'y a pas tout qui se passe à Sète, enfin tout se passe à Sète, mais il n'a pas tourné tout à Sète. Il y a pas mal d'endroits où c'est en Espagne, et tu vois qu'en fait c'est pas du tout Sète si tu connais la ville. Mais bon. Et voilà, donc écoutez, c'était mon top 2018. C'était une année avec 3 films qui pour moi m'ont vraiment surpris parce que je m'attendais pas à. C'est des films qui vont m'accompagner longtemps dans ma vie, je pense. Body, The Hostile et Make to My Love. Et tous ceux d'après, c'est des films qui ont été des expériences assez intéressantes, qui ont été des films qui m'ont beaucoup parlé. J'aurais pu mentionner d'autres, hein. Il y a Battleship Island que j'ai oublié, dont je voulais parler, que j'ai pas mentionné. Il y a. Je sais que j'ai un autre film aussi que je voulais parler, mais j'ai oublié. Mais voilà, donc c'était une année riche, mais où il n'y a pas énormément de films qui, pour moi, ont vraiment
ont révolutionné le cinéma, mais à la fois, j'ai pas vu beaucoup de films en fait. C'est un peu mon problème. Il y a Cold War aussi, où j'ai été aussi un peu fasciné par l'actrice aussi dans Cold War. C'est vraiment. Elle m'a scotché. Le film m'a hypnotisé, et notamment par ce personnage-là, qui est joué par Joanna Cooling, je crois. Ça m'a vraiment cloué aussi. Comme film. Ouais, mais il manque beaucoup de films à voir. Je sais que j'ai pas vu Avant la Garde, qu'il faut que je rattrape. J'ai pas vu encore le film russe là, dont tout le monde parle sur les musiciens, Leto. Voilà, j'ai quelques films comme ça qu'il faut que j'arrive Pupille, que j'ai pas vu, qu'il faut que je rattrape. Des films comme ça, comme je disais, que j'ai pas tout vu. Sicario 2, que j'ai pas vu en entier, mais qui était pas mal, franchement, ce que j'en ai vu, mais je me suis endormi devant hier, donc je voulais le regarder avant stop et j'ai pas pu. J'ai vu Roma, j'arrive pas à me faire un avis dessus, je pense qu'il faut que je le revoie. Voilà, donc j'ai eu pas mal de bons films en tout cas, mais je sais pas, je ferai peut-être une vidéo bilan pour essayer de tirer au clair vraiment cette année, mais de toute façon c'était une belle année parce on a la deuxième étoile, on a gagné la Coupe du Monde, donc à partir de là, 2018 c'était une grande année. Voilà, écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très vite pour une prochaine, n'hésitez pas en tout cas à partager, à liker, à vous abonner, vous êtes 15 000, c'est énorme, 15 000, purée, c'est cool quoi. Oh là, ça fait plaisir, franchement, vous vous rendez pas compte à quel point ça motive quoi. Et donc je vous promets des vidéos hyper poussées, hyper pointues, bien bossées pour l'année 2019. Franchement, ça va être une année intéressante. Je vais essayer de me démarquer un peu, de trouver vraiment un style à moi et de pas faire juste de remplissage, de faire que des trucs où vraiment je suis hyper fier de ce que je vais fournir. C'est tout pour cette vidéo. Merci à vous de m'avoir suivi jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour une prochaine. Et d'ici là, bonne toile!